Allez-y. Bonjour, et désolé pour ce petit problème technique, ce sont les plaisirs du live. Vous avez pu aller vous rafraîchir, prendre un verre d'eau. Eh bien, nous retrouvons. Donc, Serena Yami vous a expliqué quelques éléments de notre politique municipale passée et à venir. Florence Hay vous a expliqué un petit peu le rôle global de la tranquillité publique, de son service et également des perspectives et des moyens dont nous disposons. Et donc, je cède la parole à Franck Roulier, qui est le chef de l'APM. Et ensuite, eh bien, nous répondrons aux questions que vous nous avez posées déjà et que vous pourrez nous poser en direct. Donc bonsoir à tous. Donc déjà pour commencer, peut-être faire un petit point sur les missions de la police municipale de Noisy-Sec, qui sont des missions, vous allez voir, des missions communes à toutes les polices municipales, on va dire, de France, c'est-à-dire qu'on axe fortement sur la proximité, la tranquillité publique, qui passe par... donc moi je suis arrivé effectivement au mois de mai. On a fait un état des lieux au niveau de la commune par rapport aux véhicules abusifs, aux véhicules ventouses. Sur 3 mois, donc sur le mois de juillet, août et juin, nous avons retiré 160 véhicules sur la commune. Nous axons également sur des patrouilles pédestres, donc essentiellement pour être visibles, connus et reconnus des habitants. On s'axe également sur les squares, sur les parcs et jardins, qui sont nombreux sur Noisy. Voilà, donc pour forcer le trait, nous sommes vraiment dans des missions de proximité, de visibilité, de prévention. Donc à l'inverse des missions de base de la police nationale, qui sont plus des missions, on va dire, de sécurité publique. On va pas de sécurité publique, effectivement, qui passe par du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, donc c'est large. Ça va du trafic de stupes, de la petite délinquance à la grande délinquance. Sans oublier pour autant notre complémentarité. Nos rapports sont excellents avec le commissariat, donc avec le commandant effectivement qui est cité par Madame Hay juste avant. Encore cet après-midi, donc nous étions avec eux en mission donc à la gare au niveau des vendeurs de cigarettes, des ventes à la sauvette. 80 paquets donc, ont ainsi été retirés de la voie publique, 9 interpellations. Pour information, 2 individus avaient donc une OQTF, ce qui tombe Rappelez ce que c'est qu'une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Voilà. Pour les personnes qui sont sans papier. Voilà, c'est un peu tristement d'actualité, mais voilà, donc on en a eu 2 qui ont été interpellés, qui vendaient des cigarettes. Que vous dire de plus? Nous remontons effectivement de notre police municipale. Nous sommes effectivement 8 agents de police, donc moi compris, il dit ça SVP. Nous sommes en phase de recrutement de la 2e brigade qui sera essentiellement consacrée en matinée, on va dire, pour s'occuper des marchés et autres manifestations tôt le matin, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être une des missions sur laquelle vous êtes engagé, par exemple, qui est de l'ordre de la tranquillité publique, c'est les véhicules ventouses. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, effectivement, donc on en a recensé énormément sur la ville. Pour en avoir retiré donc 160 sur 3 mois, sur juillet, août, septembre, avec le remerciement des riverains qui ont enfin des places pour se stationner. Et ça évite également des conflits de voisinage en termes de place, c'est ma place, c'est pas la tienne, etc. Donc ça règle beaucoup de problèmes également. Écoutez, vous répondez aux questions. Si vous avez d'autres choses à dire par rapport aux questions, vous pourrez les redire. Je tiens véritablement à insister sur ce qu'a dit M. Roulier sur la dissociation des missions de sécurité et de tranquillité publique. Aujourd'hui, les polices municipales sont en train de reprendre leur mission initiale. Il y a eu pendant des années un certain glissement des missions des polices municipales qui ont eu tendance à se substituer à la nationale. Aujourd'hui, nous, ce que nous avons porté politiquement avant notre élection et depuis que nous sommes là, c'est une police davantage de proximité qui est complémentaire de la police nationale. Mais nous venons là, et il y a une question à laquelle on va répondre tout de suite, aux moyens.
les moyens de la police nationale se sont véritablement réduits à Noisy depuis des années. L'exemple que nous donnons, et c'est l'exemple que nous avons donné à M. Darmanin lorsque nous lui avons écrit, à Noisy-le-Sec, en 2006, pour une population d'environ 40 000 habitants, nous avions un commissariat de plein exercice avec un commissaire à Noisy-le-Sec et 150 policiers nationaux. En 2010, la police municipale est créée. En 2015, nous étions à 80 policiers nationaux sur Noisy-le-Sec. Et aujourd'hui, alors que nous sommes 44 600 selon l'INSEE, mais en réalité entre 45 000 et 46 000, eh bien nous n'avons plus que 75 policiers nationaux. C'est-à-dire que depuis 2006, nous avons perdu 50% de nos effectifs de police nationale et nous n'avons plus un commissariat de plein exercice, mais ce qu'on appelle un commissariat de subdivision. Le commissaire est à Bobigny. Et donc les actions que nous avons engagées, bien sûr sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, auprès du préfet de police, auprès du procureur, auprès du ministre également, eh bien, c'est de dire qu'en Seine-Saint-Denis, sur une ville de 46 000 habitants, eh bien, nous avons besoin d'un commissariat de plein exercice pour assumer les missions régaliennes de l'État. Je le rappelle que la sécurité et l'ordre public, eh bien, c'est une mission régalienne de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on se soustrait, nous, à nos responsabilités. Ça veut dire qu'il faut dissocier ce qui est de l'ordre de la responsabilité d'un maire et de sa police municipale de la police nationale. L'autre élément, avant de poser les questions, quand Madame Yami parle de médiateur, c'est pareil, c'était quelque chose qui est complémentaire de tous les dispositifs de sécurité et de tranquillité publique. Nous avons bénéficié d'un dispositif d'État qui s'appelle les bataillons de la prévention, parce que nous avons été identifiés de par notre politique quand même ambitieuse en la matière, et donc nous avons 3 médiateurs. Les médiateurs sont des gens qui vont au contact des gens au quotidien pour travailler, en effet, avant que soit commis un acte, et en particulier auprès des jeunes, pour réussir à travailler sur l'insertion, dans le domaine de la santé, de la formation, etc. etc. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui était à noter, c'est que les comportements qui induisent un défaut de tranquillité publique sont souvent des comportements d'incivilité et d'incivisme. Et à ce titre-là, Madame Yami vous a parlé du projet éducatif global, c'est qu'il faut travailler très en amont les problèmes d'éducation, parce que les problèmes d'éducation, quand ils ne sont pas réglés, engendrent des problèmes, bien sûr, d'incivilité et après d'insécurité. Je vais donc commencer par les questions qui nous ont été posées en amont sur le site. Alors, j'en ai 2 qui concernent le Petit Noisy. C'est Claudine et Michel. Je donne que les prénoms, même si j'ai les noms de famille. Donc Claudine parle du Petit Noisy, donc je m'adresse à vous, vous allez pouvoir peut-être dire ce qui est fait, ce que nous avons déjà fait, ce qui reste à faire, et ce que nous ne pourrons pas forcément faire. Claudine parle de tapage nocturne tous les jours, de musique à fond, des agressions, où elle a été elle-même 2 fois. Le Petit Noisy, pour le dire peut-être aux nouvelles ou nouveaux, c'est ce qui se situe au nord de Noisy, en gros après le pont de la Gare jusqu'au canal de l'Ourcq. Donc des cambriolages, des jeunes qui volent à la supérette, et donc même elle a renoncé à son abonnement au théâtre des Bergeries parce qu'elle se trouvait en insécurité en rentrant à pied du théâtre à chez elle, ce qui est quand même très grave, je le reconnais. Donc elle considère que les délinquants profitent d'un laisser-aller, et donc elle nous dit quelle solution pour mettre fin à cette insécurité au Petit Noisy, et que l'argument de dire qu'on manque de moyens ne la satisfait plus. Autre question, et après on répondra, sur le Petit Noisy toujours. Les habitants et les commerçants du Petit Noisy ne se sentent plus en sécurité, ils ont peur. L'APM et l'APN en sous-effectif, de plus en plus de trafic au pont de Bondy. Là peut-être que Madame Yami vous fera un petit point sur la vente à la sauvette de la gare de Noisy du pont de Bondy. Problème de commerçants, clientèle qui est vitrine vandalisée, la clientèle qui déserte, la santé financière fortement fragilisée. Donc le conseil de quartier, c'est pourquoi le conseil de quartier du Petit Noisy vous demande d'intervenir rapidement auprès de l'État pour qu'il prenne des actions concrètes. Présence de policiers statiques aux endroits où la police municipale ne peut intervenir. Donc je vais peut-être vous laisser répondre
quand vous le souhaitez, dire ce qu'on nous a engagé au Petit Noisy. Il y a en effet, c'est un secteur en tension d'un point de vue de la tranquillité publique et de la sécurité, comme d'autres secteurs sur Noisy. Mais là, comme on nous pose des questions sur ce secteur, je vous laisse répondre, Serena, Florence et Franck, à loisir. Et ensuite, j'ai d'autres questions sur d'autres secteurs. Donc on se donne 1 minute chacun pour répondre. Ok, on va essayer. 2 minutes. Sur le secteur du Petit Noisy, donc j'entends ce qui a été dit comme quoi la réponse sur le manque d'effectifs n'était pas satisfaisante. Pour autant, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit par Monsieur le maire parce qu'on est en plein dedans. Le manque d'effectifs est la problématique. Là, on est sur des questions de compétences régaliennes de l'État, on est sur du trafic, on est même pas, je parle même pas du fait qu'on est en train de reconstituer une police municipale parce que ce ne sont même pas des missions qui sont propres à la police municipale, mais vraiment des missions propres à la police nationale. Et il y a un vrai manque d'effectifs. Donc qu'est-ce que l'on fait, nous, Monsieur le maire l'a indiqué, on a interpellé dès 2020 les 2 préfets de Seine-Saint-Denis qui se sont succédés à l'oral directement par Monsieur le maire. À l'écrit également, on a interpellé à 2 reprises, il me semble, M. Darmanin. Là, plus récemment, il y a un courrier qui est parti au mois d'octobre à l'attention du nouveau préfet de police, M. Nounès, pour avoir des effectifs de policiers nationaux supplémentaires. Parce qu'en réalité, il faut des effectifs pour pouvoir patrouiller. Le Petit Noisy, ça fait partie des sujets comme les ventes à la sauvette, qui sont à chaque fois abordés en réunion avec la police nationale. On a des réunions mensuelles, tous ensemble avec la police nationale, donc avec le commissaire de Bobigny, son adjointe et le commandant de Noisy-le-Sec. Et la réalité, j'entends que ce ne soit pas satisfaisant, mais c'est que l'on manque cruellement de moyens et la police nationale manque cruellement de moyens. Quand elle se retrouve avec peut-être parfois une voiture pour patrouiller toute la nuit, vous comprenez qu'elle ne puisse pas être partout. Donc ça, c'était sur le petit Noisy. Sur les ventes à la sauvette. Ah oui, sur le Petit Noisy, je voulais également rajouter, on a beaucoup parlé de prévention spécialisée. On vous disait qu'il y avait donc une équipe rue et cité de prévention spécialisée qui n'est pas en direct avec la ville. Ce ne sont pas les médiateurs qui travaillent avec nous. Ils dépendent de rue et cité du département. On a sollicité le département pour voir si, à moyen long terme, une extension des éducateurs, de nouveaux éducateurs dans le cadre du dispositif de prévention spécialisée, pouvait être intégré sur le quartier du Petit Noisy. Donc ça, c'est une demande qu'on a faite déjà l'an dernier, qui a retravaillé. Je ne sais pas s'il y sera fait droit, sous quel délai, sous quelles conditions, mais voilà, c'est quelque chose que l'on a en tête parce qu'on connaît la situation, mais qu'il faut l'aborder aussi bien en amont. Sur la vente à la sauvette qui se passe aussi bien au pont de Bondy qu'à la gare. Donc on vous a parlé des différentes interpellations qu'on a faites, donc préfet de police, ministre de l'Intérieur. Monsieur le maire a rencontré le procureur il y a plusieurs mois de cela. La sous-préfète et le procureur sont venus sur des opérations de police nationale de grande envergure sur le parvis de la gare. Donc ce sont des opérations qui mobilisent plusieurs brigades de la police nationale, la police municipale et les ASVP, qui mobilisent également la sûreté ferroviaire SNCF, la SUGE, la sûreté ferroviaire de la RATP. Donc ce sont des opérations de grande envergure. Vous avez peut-être vu des fois la police monter, on est dans ce cadre-là. Donc on organise, la police nationale organise à hauteur de ses moyens des opérations de coup de poing où il y a un plus grand nombre de saisies, de marchandises, d'interpellations et parfois de garde à vue. Mais il lui faut plus de moyens pour faire ça de manière un petit peu plus pérenne et que ça ait une incidence dans le temps et que ça perdure, parce qu'il peut y avoir une accalmie, mais malheureusement ça revient. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, nos élus parlementaires ont été interpellés. On a une pétition qui est en ligne, qu'on a fait signer à la gare, on a fait du porte-à-porte, on a fait du statique depuis décembre de l'année dernière. Là, à l'heure actuelle, on est à peine un peu plus de 900 signatures. Nous, il nous faut beaucoup plus de signatures pour avoir du poids et porter cette pétition auprès des plus hauts dirigeants. Et donc on a besoin de votre mobilisation aussi, parce que sur une ville de 45 000 habitants, sur un pôle gare, et je parle que de la gare, je parle même pas du pont de Bondy, qui doit être traversé à peu près chaque jour par environ 30 000 voyageuses et voyageurs, vous vous rendez compte que 900 signatures en 10 mois,
ça ne donne pas l'impression que c'est un problème dont s'est emparé réellement les Noiséennes et les Noiséens. Et on a également mis en place une cellule de veille avec des représentants des commerçants du Petit Noisy du centre-ville Gare, des habitants. C'est l'occasion pour eux d'échanger avec nous, municipalités, avec la police nationale qui est présente, avec la RATP, la SNCF, etc. Et on peut travailler avec eux à une meilleure diffusion. Par exemple, là, on a travaillé sur un nouveau média de communication pour valoriser cette pétition et travailler à un boitage à venir. Et j'ajoute aussi sur les ventes à la sauvette qu'on a travaillé avec la direction de la santé et le CRIPS, qui est une association d'intérêt public sur la prévention de la santé, sur le parvis de la gare et devant la médiathèque, à de la sensibilisation des consommateurs par rapport à ces cigarettes qui sont encore plus dangereuses que ne le sont celles qui sont vendues dans le commerce. Voilà, j'ai un petit peu digressé du coup sur les ventes à la sauvette, mais il me semblait important de faire un point là-dessus. Ça concerne les ventes à la sauvette, concerne beaucoup la gare, le Petit Noisy et le pont de Bondy. Donc nous sommes conscients de cette image dégradée que ça renvoie à la fois à ceux qui passent à Noisy et ceux qui le vivent au quotidien. Et donc ne croyez pas que nous le prenons à la légère. Je tiens à rappeler tout de même que depuis le début de l'année, seulement 2022, je crois qu'il y a eu 3800 paquets de saisies. La problématique, et c'est là qu'on vous dit que l'État a sa responsabilité, c'est que même la police nationale, quand elle fait des grosses opérations comme tout à l'heure, ou qu'elle passe quotidiennement à travailler avec la police municipale, c'est que lorsqu'ils ont des gardes à vue, et on en a un certain nombre, à chaque fois on nous le rappelle, et bien après la garde à vue, comme il n'y a pas de mesure de justice, et bien les auteurs ressortent. Et les auteurs ressortent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revendre. C'est que ce phénomène de vente à la sauvette, et en particulier de cigarettes, y compris de médicaments peut-être au pont de Bondy, ce phénomène, il joue à la fois sur la paupérisation des populations, le coût d'un paquet de cigarettes. Aujourd'hui, je ne fume pas, je crois qu'il est à 11 €. Voilà, il va passer à 11, je crois. Mais, donc, un paquet à 10 €. Nous avons, nous, en Seine-Saint-Denis, une paupérisation de la population, un pouvoir d'achat qui est très faible. Quand un vendeur vend un paquet à 5 €, eh bien, il répond non seulement aux besoins du fumeur, qui lui va acheter quelque chose de moins cher, mais qui va nuire encore davantage à sa santé, et ça répond à son besoin, lui, alimentaire de survie. Donc ce phénomène est un phénomène qui se développe à Bondy. Je tiens à rappeler que ce n'est pas parce qu'on a une police municipale à 10 effectifs qu'il y a plus de vendeurs à la sauvette, puisque Bondy, qui a une police municipale bien plus développée, vous le direz peut-être Franck, combien ils en ont, vit ce phénomène de vente à la sauvette à la gare. La ville de Bobigny, très récemment, le vit et se développe. Et j'essaye, moi, avec les autres maires, de mener une action commune sur ce phénomène, parce que, en effet, nous considérons que si l'État mettait des moyens forts en quelque temps, eh bien, nous pourrions peut-être pas faire en sorte que ce trafic disparaisse, mais au moins le faire diminuer sur notre ville. Je ne sais pas, Florence ou Franck, sur à la fois le Petit Noisy et puis la vente à la sauvette et puis la dégradation de vie au Petit Noisy. Peut-être sur le Petit Noisy, sur les questions de tapage nocturne, d'agression, enfin, du message que nous avons reçu. Moi, j'ai un conseil à donner, c'est de toujours appeler le 17, toujours porter plainte, parce que plus il y a de plaintes, plus il y a de considération pour ce qui se passe. Et nous, évidemment, nous sommes en relation régulièrement avec le commandant, avec la police nationale. On est là aussi pour accompagner les habitants, les Noiséens et les Noiséennes, dans leur démarche et d'en faire remonter aussi l'information. Donc, voilà, on peut avoir le sentiment, les habitants peuvent avoir le sentiment que par manque d'effectifs, il ne se passe rien. Le maire l'a dit, la ville de Noisy-Sec se bat pour avoir de plus effectifs de police nationale. Ceci dit, nous aussi, cette direction-là, elle est là aussi pour accompagner les habitants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fait remonter à la police très régulièrement pour qu'il y ait aussi du poids dans vos demandes. Merci Florence. Peut-être pour conclure, c'est juste pour bien préciser qu'il ne faut pas croire que rien n'est fait, que ce soit au niveau police municipale de Bondy ou d'ailleurs, mais après ça reste malgré tout le jeu du chat et de la souris. Malgré cet après-midi, malgré l'opération menée par le commandant, on était 30 effectifs, tout corps de métier
de police confondus. 1 heure après, les vendeurs de sauvettes étaient déjà revenus. Sur le pont de Bondy, on a fait récemment une cellule de veille où où des opérations se font, mais c'est plus sur du civil ou autre, effectivement, qui ne sont pas du ressort de la police municipale. Donc des actions sont faites, effectivement. Encore une fois, ils sont en souffrance en termes d'effectifs. Et c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Après, voilà, mais des actions sont menées des 2 corps de métier. Et comme j'insiste sur ce qu'a dit Madame Hay, sur appeler, alors tout à l'heure, au rendez-vous de la tranquillité, des gens nous disent ça sert à rien, on appelle, la police ne vient pas, ils n'ont pas de véhicule, etc. Faut pas en faire une règle. La police intervient régulièrement. Encore cette semaine, ils sont intervenus. Ils font un vrai travail où ils prennent des auteurs, à la fois, y compris de crimes, de violences, etc. Donc, il ne faut pas croire que rien ne se fait. Il y a comme dans le froid et le sentiment de froid. Et bien là, c'est pareil. Des choses se font. C'est pas parce que vous ne les voyez pas que rien ne se fait. Et à chaque rendez-vous mensuel que nous avons, la liste est assez, moi, à chaque fois, elle m'impressionne du nombre à la fois d'interpellations et d'actions de la police nationale qui sont des choses très dangereuses, voire du trafic d'armes, des choses comme ça. Donc la police nationale et municipale travaille. Serena, tu voulais ajouter quelque chose? J'ajouterai une dernière chose pour rebondir sur ce qui a été dit par Madame Hay sur l'importance de déposer plainte en cas d'agression. Notamment parce que nous avons tout de même des caméras sur le secteur. Et s'il y a des plaintes, il peut y avoir des réquisitions de la police nationale dans le cadre d'une enquête. Alors bon, après l'opportunité des poursuites, ça dépend du procureur. Là, on rentre encore sur quelque chose de très complexe et de judiciaire. Mais en tout état de cause, on a des caméras. Et donc, si par contre vous ne déposez pas plainte, forcément, il n'y aura aucune réquisition et les caméras n'auront servi à rien si elles ont capté les images. Sur les caméras, j'ajoute 2 choses. On a changé l'une d'entre elles et maintenant elle permet de vidéo-verbaliser. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de stationnement anarchique, sauvage, peu importe comment vous les appelez, au niveau de la départementale. Donc il y a cette caméra de vidéo-verbalisation qui nous permet à distance, pas tout le temps parce qu'il y en a d'autres, et il faut pouvoir verbaliser et vidéo-verbaliser de manière homogène sur toute la ville, mais qui nous permet à distance sur du flagrant délit à l'instant T de vidéo-verbaliser. Et surtout, malgré un énième refus de subvention, on doit installer d'ici les prochains mois une nouvelle caméra au niveau du pont de Bondy. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va nous permettre d'étendre notre maillage et notre système de vidéoprotection. Je voulais juste refaire un petit point là-dessus. Puisque tu es sur la vidéosurveillance ou vidéoprotection ou vidéotranquillité, peu importe le terme qu'on lui donne, tu peux peut-être dire ce qu'il en est du financement de l'État justement qui s'est désengagé, puisque nous, contrairement à ce qu'on fait courir comme bruit nos opposants politiques, non seulement nous n'avions pas l'intention de supprimer les caméras, mais nous avions l'intention de les développer. Mais nous sommes, malgré cela, nous les développons comme l'a dit Serena, mais nous sommes confrontés aussi à un désengagement de l'État dont tu peux parler rapidement. Tout à fait. Donc ça a été dit tout à l'heure, on a à peu près 65 caméras sur la commune. On a un centre de supervision urbain avec des agents, parce que derrière des caméras, pour qu'elles soient utiles, il faut quand même qu'il y ait des agents qui ne sont pas H24 derrière, parce qu'il y a des relectures possibles, mais qui sont une bonne partie de la journée et de la nuit derrière ces caméras, avec un déport au commissariat. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons essuyé en 2020, 2021 et 2022 des refus systématiques de subventions de la préfecture qui pouvaient jusqu'alors cofinancer jusqu'à 50% pour chacune caméra. Une caméra, ça coûte très cher à l'installation et ça coûte aussi à l'entretien. Une caméra, ça a une durée de vie moyenne de 4-5 ans. Et ensuite, il faut penser à la renouveler. Je peux peut-être vous donner des chiffres en termes de budget aussi pour que vous ayez une appréciation du budget qu'on y dédie. On est à peu près sur un budget pour le remplacement des caméras et pour les nouvelles caméras de 150 000 € annuels. Donc on va être sur 65 000 € à peu près de remplacement de caméras, juste ça, pour l'année, et 70 000 € pour l'ajout environ de 2 caméras par an. À cela
s'ajoute, et je le disais tout à l'heure, le coût humain, parce qu'on paye des opérateurs derrière, des opérateurs avec des compétences, et donc voilà, ça s'ajoute. C'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas, mais c'est un budget également, un budget RH certes, mais c'est un budget. Pour ce qui est de ce qui a été fait, donc malgré le fait qu'on n'ait pas de subvention depuis 2020, on a installé une caméra sur le secteur Engelhardt en 2020. On a remplacé une autre caméra et on en a fait donc une caméra de vidéo-verbalisation toujours sur le secteur du Petit Noisy, j'en parlais tout à l'heure. Sur 2021, on a installé une caméra sur le secteur, une nouvelle caméra qui a été très vite dégradée, mais sur le secteur centre-ville. Et sur 2022, on avait déjà déposé en 2021 une demande de subvention pour la caméra du pont de Bondy qui est très onéreuse. Ça a été refusé, donc on a redéposé un dossier sur le pont de Bondy à proximité de l'école Aimé Césaire et du collège René Cassin. Donc là, on serait sur 3 caméras sur 2022, mais parce qu'on avait un report d'une caméra pour le pont de Bondy de 2021. Donc voilà, on a toujours des refus, et donc matériellement, on va installer ces caméras, mais elles vont être à notre pleine charge. À côté de ça, parce qu'on n'est pas des techniciens, monsieur le maire et moi-même, de la vidéoprotection, on a commandé un audit qui est en cours de finalisation, qui est là pour nous aider à optimiser ce maillage, faire le point sur les caméras HS, les caméras en fin de vie, nous permettre d'avoir une visibilité très claire sur le budget pluriannuel d'investissement sur ces caméras, et surtout pour nous permettre d'identifier quelles caméras sont les plus opportunes pour développer le maillage. Donc pour ça, il y a eu des rencontres de l'AMO avec les élus, les services de la ville, la police nationale, la police municipale bien évidemment, les bailleurs, etc., etc. Et on a également demandé à ce que soient faites des propositions autour de caméras nomades pour lutter par exemple sur la problématique des dépôts sauvages. Donc on attend la finalisation de cet audit, mais voilà, c'est rappeler l'investissement de la commune sur la vidéoprotection, et encore une fois, la vidéoprotection sert beaucoup aux enquêtes de police, aux douanes, plus qu'à nous-mêmes. Ça nous permet, si on voit à l'instant T une agression, d'intervenir ou de solliciter la police nationale. Mais en réalité, on a beaucoup de réquisitions des services extérieurs, police, douane, etc., etc. Et pour autant, l'État, encore une fois, se désengage totalement et met ça à notre charge. Donc voilà, c'est l'effort que l'on continue à faire, mais je crois que j'ai fait le tour. Vous avez fait le tour. Serena, merci. Alors, une autre question de plusieurs personnes qui sont rue Henri Barbus dans ce qu'on appelle la ZAC Carnot. Donc, nous aimerions savoir ce que vous pourriez entreprendre concernant la fréquentation, les trafics, l'insécurité liée au bar Le Pyramide, rue Henri Barbus. Difficulté de circuler et de passer en sécurité aux abords de ce bar. Et tout à l'heure, Serena parlait des lieux genrés pour les femmes, et ça, c'en est le parfait exemple. Trafiquants en tout genre, des personnes alcoolisées, mal intentionnées et dangereuses qui forcent régulièrement de nouveau le portail de Noisy-le-Sec Habitat. Urine dans la résidence, intimident les locataires, etc., etc. De plus, ils stationnent leurs véhicules et bloquent régulièrement l'accès au parking. Nous avons demandé au service Mugo de faire poser un bloc de béton ou autre, mais toujours rien. Merci de vos réponses. Donc alors, sur ce qui concerne justement, alors ce bar peut-être en particulier, ou même ce type d'attitude, parce que c'est vrai que ça correspond à des cafés qui sont très genrés, et ça correspond à des gens qui ont qui ont des comportements induits par leur consommation d'alcool, comme par exemple sur la place Simone Veil, puisque là il y a des consommateurs d'alcool depuis très longue date. Donc avant de vous donner la réponse, il faut aussi savoir que ces pratiques, c'est là que ce n'est pas directement lié aux effectifs de la police municipale, puisque ces pratiques, contrairement à la vente à la sauvette qui est un phénomène récent, ces pratiques de consommation d'alcool sur l'espace public ou de café comme ça étaient bien antérieures, et avec les anciens effectifs de police municipale, les problèmes demeuraient, comme les problèmes d'occupation illégale, de squat,
Et donc j'en dirai un mot tout à l'heure, puisque le squat fait partie d'un de nos problèmes du moment rue Saint-Denis, qui n'a pas été évoqué là, mais je sais que c'est un problème récurrent. Donc par rapport à cette rue Henri Barbus et ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on peut faire, Franck Après, le comportement, oui, enfin, il faudra interdire, on va dire, effectivement la consommation d'alcool, effectivement, même à l'extérieur, puisqu'ils se déportent du bar, ils prennent leur boisson, ils vont à l'extérieur. Après, c'est une question de... En termes de police, enfin, effectivement, c'est un peu compliqué d'agir sur ça, parce qu'il faudrait venir et interdire au client qui est dans le bar de consommer. Et puis en fait, il fallait faire un peu la morale, mais en termes de police pure, voilà, sauf s'il prend le volant, s'il y a une conduite en état d'ivresse, ou s'il y a une IPM, ça veut dire si l'individu est ivre sur la voie publique, on peut l'interpeller. Malheureusement, en termes de police pure, j'ai pas trop de solutions sur ce genre de comportement. Donc les véhicules, donc on a appelé effectivement de temps en temps pour des véhicules qui bloquent l'accès. Donc nous, quand on se déplace, quand on contacte, même dans le bar, ça se passe bien. Je ne vais pas dire que ça se passe mal alors que ça se passe bien, mais maintenant, voilà, sur les questions qui suivent, c'est encore une fois plus des comportements, donc nous on sait qui se passe dans la soirée, voire la nuit, puisque voilà, encore une fois, comme disait Madame Hay, il ne faut pas hésiter à faire donc les 17 pour que la police nationale, si les effectifs sont là, va donc intervenir. Mais c'est ce qu'on disait, quand il n'y a pas d'effectifs, que pouvons-nous répondre à ces personnes? Est-ce qu'on n'a pas moyen de sanctionner le propriétaire? Est-ce un moyen ou pas? Parce que j'entends ce que vous dites, mais sauf que pour l'instant, ces personnes, et moi j'ai été interpellé au-delà de la question qui me posait, à plusieurs reprises sur ce phénomène aux abords de certains bars. Sur d'autres bars, c'est le stationnement totalement anarchique. Sur d'autres bars, c'est un autre problème. Donc, Florence, qu'est-ce que... Le stationnement anarchique, de toute façon, il doit être sanctionné. Ça, il n'y a pas de souci. La police municipale, sur ses heures de travail, sanctionne le stationnement anarchique. Et elle fait aussi des pédestres. Je voudrais quand même insister là-dessus, sur les patrouilles pédestres de la police municipale dans le centre-ville. Et le bar Le Pyramide est aussi sur ces patrouilles. Donc, quand il faut intervenir, on intervient. Après, il y a la question de ce qui est possible, ce qui est légal de faire en termes de police municipale du maire ou pas. Et il n'y a pas grand-chose, c'est compliqué d'agir sur ces questions-là. S'il y a beaucoup de plaintes d'habitants avec courrier, pétition, etc., ça peut aider, et ça peut nous aider, la mairie, mais aussi la police nationale, à agir. Voilà, des choses comme ça à faire. Moi, je vois aussi, je lis que il y a des problèmes dans le patrimoine, sur le patrimoine de Noisy-Sec Habitat. On va prendre contact avec Noisy-Sec Habitat pour regarder la situation avec eux et regarder ensemble comment on peut travailler ces questions-là. Il y a juste aussi une chose que je voulais dire, parce que vous parliez, monsieur le maire, de bar genré. Tout à fait. C'est effectivement un commerce, un bar qui est très genré, on va dire. On travaille avec la direction de la culture, la direction de l'éducation, la direction des sports, etc., sur cette question-là, puisque on nous a demandé, Madame Yami et d'autres élus, de travailler à des marches exploratoires et de la place de la femme dans l'espace public, et en particulier sur les emplacements de bistrots, bars, etc. Comment on travaille cette place-là? Comment on donne de la place aux femmes aussi dans ces espaces-là? C'est tout un travail qu'on doit faire pour la semaine du 8 mars. Tout à fait, très bien, je vous remercie. Oui, bien sûr. Je me permets de compléter peut-être sur les personnes qui peuvent être un peu alcoolisées sur la voie publique, mais qui ne sont pas en état d'ivresse manifeste. C'est bien comme ça qu'on dit. Ouais. Je pense qu'il faut faire la différence entre les comportements déviants et les actes de délinquance. La déviance va se définir assez concrètement par une pratique qui perturbe, qui vous perturbe, qui nous perturbe, mais qui n'est pas sanctionnée par la loi, contrairement à un acte de délinquance. Et donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête,
Parce qu'en pratique, l'occupation de l'espace public n'est pas un acte délictuel, mais certains peuvent en avoir un mésusage ou un usage déviant qui amène ou qui renforce un sentiment d'insécurité, et notamment pour nous, les femmes. Mais je pense que c'est important de préciser ça, parce que c'est ce que disait M. Roulier. De fait, s'il n'y a pas d'acte de délit, de contravention ou de crime, en tout cas d'acte caractérisé pénalement, la réponse ne peut pas être une réponse policière et de justice. Donc, ou alors c'est le tribunal civil, mais là on est encore sur autre chose. Mais en tout cas, ce ne sera pas une réponse que pourra apporter la police municipale. Donc je voulais compléter ça. Et encore une fois, je l'ai un peu dit tout à l'heure, la question du genre est très importante et elle se travaille très en amont, notamment dès l'enfance, voire la petite enfance. Je sais qu'on travaille là-dessus avec le projet éducatif global. Et alors, j'ai oublié l'autrice, mais il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Le coût de la virilité et qui met en exergue le fait que les hommes, parce qu'on leur apprend dès la petite enfance à être forts, à être courageux, à être téméraires, etc., vont avoir plus de comportements déviants et s'impliquer dans des conduites à risque. Et donc, du coup, c'est nous, la société, et parfois nous les femmes, qui payons ce qu'on leur a inculqué dès la petite enfance, de manière consciente ou inconsciente, parce qu'on élève différemment nos petites filles et nos petits garçons. J'ai un petit peu dégraissé là aussi, mais je me laisse c'est d'actualité, donc voilà. Vous allez bientôt élever un petit garçon et une petite fille, donc c'est important que vous soyez attentifs à ça. Alors j'ai 3 questions, je vais vous demander d'être rapide dans vos réponses. Alors celle-ci n'est pas réellement une question, et donc j'ai déjà eu ces plaintes par rapport à des gens qui habitent dans le secteur de Engelhardt et qui sont indisposés, et là en effet ils le disent, ils le précisent, c'est de l'ordre de la tranquillité publique, donc de notre compétence, qui sont indisposés par le bruit que génère l'activité festive de l'autre côté du canal, par l'Oasis et puis les salles événementielles. Donc nous l'avons signalé aux gérants. La difficulté, c'est que sur la période estivale, ils font appel à une association qui a une forme d'autonomie et qui n'a pas respecté cette année les termes de la convention sur le bruit, sur les horaires, etc. Donc, d'une part, ils se sont engagés à ne plus renouveler cette convention avec cette association, mais à remédier à ces nuisances. Alors, sur l'utilisation des salles continuelles, d'avoir une action sur les parkings et sur un aménagement anti-bruit avec des containers, puisqu'il y a déjà 2 niveaux de containers, ils sont engagés à en mettre d'autres niveaux. Mais en effet, donc nous sommes intervenus auprès des gérants de cette société parce que vous êtes un certain nombre à être satisfaits qu'il y ait en effet une activité de restauration, de détente, de loisirs, de culture de l'autre côté du canal, mais insatisfaits parce que à une certaine heure, eh bien, ça génère des nuisances et ce n'est pas acceptable. L'autre élément, l'autre question, donc je vais répondre quand je peux répondre. Donc Claudine qui dit ce n'est pas un sentiment d'insécurité mais une réalité. Oui, Claudine, qui a répondu ensuite à ma question, oui, c'est en effet de l'insécurité et je l'admets. Donc Claude qui dit pour retrouver un niveau d'efficacité de la police municipale, il est manifestement indispensable de retourner à l'effectif de 20 gardiens. Alors, de budgéter, donc la question de Claude, c'est donc question, à quelle date prévoyez-vous la police municipale avec 20 gardiens? Donc je vais laisser répondre Franck sur les difficultés et la réalité, enfin Florence ou Franck, sur la réalité des polices municipales, à Noisy et à côté, mais sachez que budgétairement, nous avons, nous, toujours, c'est pas 20, c'est 18 postes de policiers municipaux budgétés. La difficulté, elle est le recrutement. Et l'arrivée de Franck, en tant que chef PM, a bien sûr facilité le recrutement, mais je vous laisse peut-être dire un mot sur Florence et Franck, sur cette difficulté de recrutement de la police municipale. Ouais, pardon. Florence, on va faire... Non, moi je laisserai Franck compléter, mais la question des polices municipales, elle se pose partout en France. Les villes, très peu de villes maintenant n'ont pas de police municipale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a beaucoup de postes vacants.
on a en Ile-de-France 1500 postes vacants. Vous voyez la difficulté qu'il y a à recruter des polices municipales. Et dans la France entière, c'est 4000. Donc forcément, que ce soit à Nanterre ou Noisy-le-Sec, il y a des vraies difficultés à recruter. Mais on reconstitue, c'est ce qu'on disait, progressivement, grâce à Franck Roulier, aux collègues, cette police municipale, puisqu'on on a encore reçu, il n'y a pas si longtemps, deux candidats. Et après, c'est vrai qu'on reconstitue une police municipale pour faire suite à ce qui a été dit au début, une vraie police municipale, c'est-à-dire une police de proximité. Effectivement, et c'est des profils de proximité, donc effectivement, de prévention, de visibilité. Bon nombre de policiers municipaux tendent à aller dans des villes peut-être qui font peut-être un peu plus de répressif et moins de prévention. Donc c'est pour ça aussi également que nous faisons attention donc, au choix des candidats et que même dans ce choix se fait déjà donc sans nous. Voilà, donc c'est bien aussi pour dire qu'il y a des polices municipales effectivement qui sont peut-être 20, 25, mais qui sont dans des profils limite de police nationale. Et voilà, nous, on fait de la police municipale. Donc voilà, c'est pour ça, mais tout doucement, là, donc on a encore les entretiens la semaine prochaine. On aura très rapidement 10 agents. On sera à 10 donc très rapidement. Voilà, donc pour répondre à Claude, donc nous reconstituons avec les difficultés que nous rencontrons, mais l'intention est bien sûr de reconstituer parce que nous sommes conscients de l'intérêt que ça représente. Alors on m'a dit on m'a montré qu'il était 20h20, donc je vous propose de peut-être 2-3 questions, enfin il y a plus que 2 questions là, et ensuite de conclure très rapidement en 1 minute les uns les autres. La question de Nasben, utilisez-vous la vidéo-verbalisation, enfin la verbalisation par caméra? Alors j'en ai parlé, je vais répondre rapidement. Serena, tu me reprends ou vous me reprenez si je me trompe. Alors certaines caméras peuvent vidéo-verbaliser aujourd'hui. Simplement, il faut, pour qu'une caméra vidéo-verbalise, déjà il faut le signaler, il y a un dispositif à mettre en place avant qu'elle puisse vidéo-verbaliser. Je ne sais pas le nombre qu'on en a, mais pour l'instant, c'est surtout aux abords des écoles que nous avons cette forme de vidéo-verbalisation. Mais hier, on a rendez-vous habitants, puisque j'ai une permanence où je reçois les habitants. Les habitants m'ont dit, c'était à la Cité des Fleurs, a priori, je ne suis pas sûr qu'elle vidéo-verbalise celle du rue du 18 avril 44. Eh bien, je dis oui, comme celle qui se trouve au chemin Montreuil-Laclais, eh bien, nous allons réfléchir à pouvoir vidéo-verbaliser parce que le problème de stationnement est récurrent, les incivilités sont récurrentes. Donc, en effet, on peut développer la vidéo-verbalisation. Alors, je vous laisse compléter si... Oui, c'est un objet de l'audit qu'on a fait réaliser sur la vidéo-verbalisation. On n'a pas encore eu les retours, mais savoir sur quelle caméra c'était plus opportun que sur d'autres. Peut-être qu'il y a eu des caméras où on vidéo-verbalisait avant et maintenant les problèmes sont moindres et donc concentrer l'attention dessus est moins nécessaire. Quoi qu'il en soit, ça nécessite, le maire l'a dit, avant une autorisation de la préfecture. Donc à partir du moment où on décide, nous, de mettre en place ce système de vidéo-verbalisation, il faut un retour de la préfecture, et là ça peut prendre parfois des mois et des mois, donc des fois c'est pas une mauvaise volonté de notre part, c'est qu'il faut qu'on ait conscience de la problématique et qu'ensuite on ait les autorisations puisque c'est très très encadré. Et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, il faut des agents derrière les caméras. On a à chaque fois 2 agents par poste, 2 agents qui gèrent une 60aine de caméras. Donc ils ne peuvent pas être tout le temps sur un secteur et peut-être que voilà, même sur les caméras où il y a de la vidéo-verbalisation, parfois on a l'impression que le nécessaire n'est pas fait, mais parce qu'il y a des roulements pour essayer de couvrir de manière homogène toute la ville, encore une fois. Ce que dit Serena est très important parce qu'il y a des villes qui hyper sécuritaires, et nous n'avons pas cette ambition d'être hyper sécuritaire, qui ne sont pas plus efficaces parce que si on a le double de caméras, il faut en effet des agents qui sont derrière. Et en ce qui me concerne, j'ai suivi une formation il y a quelques temps sur cette problématique
Et c'est le sujet. Il ne suffit pas d'avoir des caméras, il faut des agents, il faut qu'il y ait un suivi et qu'il y ait des réactions lorsque un délit est suspecté ou lorsque on a en effet... la caméra elle ne sert pas simplement lorsqu'il y a des réquisitions après un délit, elle a aussi un rôle de prévention. Et à ce titre, eh bien, il faut en effet les mettre aux bons endroits avec des agents qui sont derrière. Et nous avons de très bons agents qui sont derrière ces caméras parce que c'est une spécialité. Alors, la dernière question, il y a de nombreuses questions, on m'écrit, alors, on me dit de dire qu'il y a de nombreuses questions posées, mais auxquelles nous allons répondre dans les jours suivants. Oui, d'accord, donc moi je ne les ai pas toutes ici, les questions, mais parce que nous avons des médiateurs, voilà, des modérateurs qui choisissent certaines questions, mais sachez que nous répondrons à toutes vos questions par écrit dans les 15 jours, 3 semaines, parce que donner une réponse, c'est pas donner n'importe quelle réponse, c'est donner une réponse qui soit une véritable réponse. Alors la dernière de Adi, le croisement Arago-Gallieni semble être un point de deal, ma compagne est inquiète. Alors, ça rejoint ce que nous disions sur le Petit Noisy tout à l'heure. C'est en effet l'angle Emmanuel Arago-Gallieni est un réel problème pour nous. C'est un point de trafic de stupes. Et pour dire ce que les gens ignorent, puisqu'hier encore une fois, dans mon rendez-vous habitant, la Noisaine me dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne donnez pas d'ordre à la police nationale ?» Alors je rappelle que ce n'est pas à un maire de donner un ordre à la police nationale. Et les jeunes que nous avons rencontrés, Emmanuel Arago, pensent même que c'est moi qui leur envoie à la police nationale. Alors eux trouvent qu'ils viennent tous les jours et que ça les gêne. Et les Noiséennes et les Noiséens pensent qu'on ne l'envoie pas assez. Donc en effet, c'est un réel problème de trafic de stupes. Mais ça dépasse la police municipale, ça dépasse même la police nationale parce que c'est un travail d'enquête, c'est un travail profond. Le trafic de stupéfiants est un véritable souci à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis et partout en France parce qu'il est très lucratif. Et la vente à la sauvette devient aussi très lucrative. C'est ce qu'il y a derrière qui est important et que nous, pour pouvoir contrecarrer eh bien, ces comportements et ces méfaits, eh bien, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, pour conclure, est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot chacun de conclusion avant que moi je ne conclue ou pas? Sinon je conclurai. Serena, Florence, Franck? Non. Alors c'est moi qui vais conclure. Alors déjà pour vous remercier à nouveau de vous être déplacés. Je vous remercie également pour le travail au quotidien parce que c'est une tâche ingrate. Parce qu'en effet, les Noiséennes et les Noiséens ont toujours l'impression qu'il ne se passe rien, malgré vous, votre action quotidienne. Et je vous en remercie, y compris l'action de Serena Yami qui œuvre. Et je rappelle qu'un élu, ce n'est pas quelqu'un qui travaille en permanence à la mairie, c'est important de le dire. Madame Yami a non seulement une vie de famille, et une vie professionnelle, et elle prend une journée par semaine pour être totalement disponible. Donc, conjuguer sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle à la vie d'élu, ce n'est pas quelque chose de facile. Et moi, je la remercie pour l'énorme travail qui dépasse bien sûr cette journée qu'elle prend, ces soirées, les rencontres avec les habitants. Et je tiens à la remercier. Et elle est comme beaucoup d'autres élus dans cette majorité qui donnent énormément de leur temps. Mais comme les gens pensent que les élus se travaillent à la mairie, non, les élus ne travaillent pas à la mairie. Ils ont une indemnité qui vient compléter leur salaire, une faible indemnité par rapport au temps passé, mais ils ne sont pas salariés de la mairie, ils ont leur vie. Donc merci Serena pour tout ce que tu fais. Si nous avons fait ce choix de traiter ce sujet, c'est qu'il n'est pas facile. On aurait pu traiter de sujets beaucoup plus sympathiques, mais c'est qu'il nous apparaît important de vous montrer ce que nous faisons, de vous montrer aussi que nous avons encore beaucoup de travail à faire et pour ça, nous avons besoin de vous. Je vous rappelle qu'au dos de votre mensuel L'Horizon, il y a une pétition avec un QR code, c'est très simple, tout le monde sait utiliser la dernière page. Enfin, vous la trouverez, de toute façon, c'est une pleine page. Donc, il y a un QR code, même moi aujourd'hui, je sais utiliser un QR code, donc c'est à la portée de n'importe qui. Et que, comme l'a dit Serena, lorsque nous irons voir M. Darmanin, parce que je compte bien aller voir M. Darmanin, puisqu'il ne répond pas à 2 de nos courriers, mais lorsqu'il vient à Bobigny, il s'enquiert auprès de la sous-préfète de ce qui se passe à Noisy, donc il sait ce qui se passe à Noisy. Lorsque nous irons le voir, non seulement nous avons besoin d'un grand nombre de pétitionnaires, c'est-à-dire vous, pour nous accompagner, parce qu'entre 900 pétitionnaires et 5000, ça fera une différence.
première chose, et que lorsque nous irons le voir, nous vous inviterons à venir avec nous. Parce que être devant le ministère à 3 élus, ou 4 élus, ou même 30 élus, et être avec 30 élus, et puis 200 ou 300 Noiséennes et Noiséens, ça change la donne. Donc nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner. Nous vous rencontrons au quotidien. Et à ce titre, eh bien, nous faisons le maximum, même si nous savons que beaucoup reste à faire dans le domaine de la tranquillité publique et de notre compétence. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, nous répondrons à vos questions et rendez-vous au prochain Facebook Live qui sera un Facebook Live où je serai seul et je répondrai à vos questions globalement de la quotidienneté. Je n'ai pas traité précisément le squat parce que je n'avais pas de questions, j'ai invité les habitants du secteur de Barbus à poser des questions, alors il y en a peut-être, donc nous y répondrons. Je suis allé rencontrer les parents d'élèves, les institutrices, instituteurs au dernier conseil d'école pour leur indiquer, ce qu'il en était. Donc le squat est quelque chose qui nous pose problème, mais aujourd'hui nous avons un propriétaire privé qui ne fait pas son travail, et donc nous nous évertuons avec ce propriétaire privé, avec le sous-préfet, avec la police nationale, avec l'agence régionale de la santé, avec tout le monde, de faire en sorte qu'on puisse rapidement mettre un terme à cette occupation illégale, qu'on mure ce lieu et que chacun retrouve sa tranquillité, mais nous vous y répondrons. Merci à vous, bonne fin de soirée. Désolé pour les problèmes techniques qui ont parasité notre rencontre Facebook Live. Merci, bonne soirée, au revoir.